Europe 1, il est 22h14. On retrouve Emmanuel Faux pour la page spéciale d'Europe Nuit consacrée ce soir aux suites du printemps arabe de 2011. Oui, Bénédicte, c'était il y a 5 ans déjà, la fuite du président Ben Ali après plusieurs semaines de révolution tunisienne parfumée au jasmin, la démission d'Hosni Moubarak après 18 jours d'intense révolte des Égyptiens, le début d'une contestation contre Bachar el-Assad qui s'est transformée en guerre en Syrie, même si Bachar est toujours là, et la chute puis la mort du colonel Kadhafi à la suite d'une intervention armée en Libye. Alors depuis, le paysage a beaucoup changé autour de la Méditerranée, certains régimes nouveaux qui ont pris la place des dictateurs ou des autocrates chassés du pouvoir sont en butte à une poussée de l'islamisme politique. Et nous allons parler de tout ça ce soir avec les invités d'Europe Nuit qui sont en direct avec nous et que je vous présente. Jean-Paul Chagnolo, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et vous êtes professeur émérite des universités. Robert Solé, ancien journaliste au Monde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en Égypte et on vous doit de nombreux ouvrages sur ce pays, notamment Le Pharaon renversé, l'histoire de la chute de Moubarak, publié aux Arènes. Avec nous aussi Henri Guirchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Chroniqueur international dans Europe Nuit, bien sûr, et que nos auditeurs connaissent bien, qui suit cette région de près. Et puis en direct de Marseille, le spécialiste de la Tunisie, Vincent Gesser, chercheur au CNRS. Bonsoir à vous Vincent Gesser. Bonsoir à vous. Merci. Alors je vais commencer par évoquer la Tunisie avec vous, puisque depuis quelques jours, le berceau du printemps arabe est à nouveau secoué par une contestation, surtout sociale et économique, partie de province. Vincent Gesser, est-ce que vous pensez que c'est une piqûre de rappel de ce qui s'est passé en janvier 2011 ? C'est une piqûre de rappel et c'est aussi les limites de cette transition démocratique qui, pour l'instant, avait accordé la priorité à la démocratisation des institutions, à la refondation institutionnelle, à doter le pays d'une véritable constitution démocratique, à organiser les premières élections libres quasiment dans le monde arabe, mais qui a complètement négligé, si je puis dire, ou d'une certaine manière, la question sociale, les questions économiques. Ce qui fait que les régions qui se sont révoltées pour renverser Ben Ali continuent aujourd'hui à se révolter. C'est-à-dire que le chômage, le problème de l'emploi des jeunes, ce qu'on appelle les régions oubliées du pouvoir central tunisien, étaient les régions oubliées sous Ben Ali. Elles ont été les régions oubliées pendant la Révolution et elles le sont toujours aujourd'hui, malgré le fait que la Tunisie soit quand même le rescapé de ce printemps arabe. Voilà, parce que je précise, et c'est important, que le point de départ de ces manifestations, c'est le suicide d'un chômeur qui s'est vu refuser, semble-t-il, un emploi dans la fonction publique, et ça s'est passé à Kasserine, qui est une ville du centre de la Tunisie, où la manne du tourisme, disons, n'arrive pas. Tout à fait. On a, sur le plan des acteurs, c'est-à-dire protestataires, sur le plan des lieux, sur les façons de protester, c'est un scénario assez identique à ce qui s'est passé en décembre 2010, janvier 2011, qui a conduit à la chute de Ben Ali. Mais néanmoins, là où il faut être très nuancé, très prudent dans nos analyses, c'est quand même qu'il y a eu des changements. Changements de régime politique, élections libres, nouvelle constitution démocratique, et même si le président a 90 ans, qu'il vient d'introniser son fils comme à la tête du parti présidentiel, malgré tout, il a quand même une légitimité démocratique qu'on ne peut pas lui nier. Donc de ce point de vue-là, quand même, il y a un changement politique et il y a quand même une certaine liberté en Tunisie, même si on est un peu aujourd'hui dans une situation ambivalente. En tout cas, rien de comparable avec la situation sous Ben Ali, qui était une situation de fermeture politique totale, alors que là, qu'il y a quand même des relais entre le pouvoir politique et la société, en dépit du climat protestataire qui caractérise ces dernières semaines la Tunisie. Mais on vous comprend bien, sur le plan économique et social, on ne peut pas dire que la révolution menée depuis 2011 a vraiment amélioré globalement le quotidien des Tunisiens. Non, alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'était la priorité à la refonte des institutions, priorité à la démocratie, ou du moins à la transition. Deuxièmement, je dirais, il y a le contexte international. La Tunisie connaît un phénomène de crise comparable à beaucoup de pays de la région. Troisièmement, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le terrorisme. Les attentats de Sousse, les attentats du Berdo ont vidé la Tunisie. Le mot vider est même faible de ces touristes. Du jour au lendemain, les 3/4 des touristes sont partis. Donc quand Daesh a frappé la Tunisie, c'est en connaissance de cause. Ils ont frappé le poumon social et économique, c'est-à-dire la manne donnée par le tourisme et tout ce qui va avec. Donc de ce point de vue-là, la Tunisie est malheureusement aussi victime du terrorisme, de Daesh, d'une manière encore plus grave que d'ailleurs que la France, puisque ça se traduit par une perte
quasi totale des recettes touristiques. La Tunisie, de ce point de vue, dans une situation assez catastrophique. Alors on y reviendra. Je voudrais qu'on se remette tout de suite en mémoire les événements de cette incroyable année 2011 dans le monde arabe. Henri, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques images fortes, et il y en a eu, comment les révolutions ont éclaté en Tunisie, puis en Égypte, en Syrie, en Libye, etc. Oui, alors le premier acte se joue, on l'a rappelé, dans le centre de la Tunisie. C'était le 17 décembre 2010, quand un jeune marchand ambulant de Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, s'immole pour protester contre la confiscation de sa marchandise par la police. C'est le début d'un mouvement de colère qui emporte d'abord toute cette région de Kasserine dont on vient de parler. Les premiers grands affrontements dans la capitale n'ont lieu qu'au début du mois de janvier, mais la révolution tunisienne est en marche et son slogan, le fameux « Dégage » adressé au président Ben Ali, fait aussitôt le tour du monde, relayé par les télévisions et par les réseaux sociaux. Le second acte, c'est l'Égypte, le 25 janvier, avec une première journée de la colère. Malgré la répression, malgré les intimidations, des milliers de manifestants réclament pain, liberté et justice sociale dans plusieurs grandes villes d'Égypte, y compris dans le centre du Caire. La place Tahrir n'est pas encore tout à fait le haut lieu de la révolte contre le régime Moubarak. Elle le deviendra quelques jours plus tard, le 1er février, après une immense marche qui rassemble des millions d'Égyptiens, en majorité des jeunes, qui transforment aussitôt cette place Tahrir en une sorte d'agora permanente. En Libye, c'est le troisième centre du printemps arabe. Ce n'est pas à Tripoli, la capitale, qu'ont lieu les premiers affrontements contre le pouvoir de Kadhafi, mais à Benghazi, en effet, la grande ville de l'Est. On est le 15 février, 600 personnes manifestent pacifiquement devant le siège de la police pour protester contre l'arrestation d'un militant des droits de l'homme. Et là, la répression est brutale. Dans les jours suivants, la police tire sur la foule, tue une trentaine de manifestants. Deux policiers sont ensuite lynchés. Puis la police et l'armée se retirent de la ville où les insurgés s'emparent de la radio locale et Kadhafi a perdu le contrôle de Benghazi, la deuxième ville du pays. Au même moment, les appels à manifester trouvent encore un écho assez timide en Syrie, Emmanuel, où le régime Assad commence d'ailleurs par promettre des réformes. Mais dans la ville de Deraa, 15 jeunes garçons, parfois seulement âgés d'une dizaine d'années, sont arrêtés pour avoir tagué les murs de slogans hostiles au pouvoir. Or, la police brutalise aussi leurs parents qui veulent avoir des nouvelles. Et à partir du 15 mars, cette affaire marque le début de plusieurs manifestations massives qui font une centaine de morts. Et par la suite, à Deraa, comme dans d'autres villes, des groupes armés vont bientôt rejoindre les manifestants pour s'opposer aux forces de sécurité. Et la révolution syrienne bascule peu à peu dans la guerre civile. Voilà, Deraa, petite ville de Syrie, quasiment à la frontière jordanienne. Jean-Paul Chagnolot, personne n'avait vraiment vu venir ce printemps arabe, et surtout personne n'imaginait qu'il allait partir de la sage Tunisie tenue d'une main de fer par le président Ben Ali, ancien militaire lui-même, ancien patron de la sûreté. Vous pensez qu'il y a eu un effet de domino après, c'est-à-dire que les Tunisiens ont inspiré les Égyptiens, qui ont inspiré les Libyens et les Syriens? C'est difficile de le dire, et les historiens nous le diront dans quelques décennies peut-être, mais pour l'instant c'est un peu confus tout cela. Mais je crois que quand on connaissait ces pays, moi j'allais souvent en Tunisie, il était clair qu'il y avait un malaise profond, à la fois un malaise économique et social que Vincent Gesser a rappelé, et aussi un malaise politique. Enfin, j'avais l'occasion de discuter avec des responsables politiques et on sentait bien qu'ils voulaient tout verrouiller. Donc c'était clair que ça devait sauter un jour, mais personne ne pouvait savoir ni où ni comment. Et quant à l'effet domino, je pense qu'effectivement ça donnait un exemple ailleurs, mais je voudrais juste faire une remarque, c'est que je ne crois pas qu'on puisse mettre sur le même plan, en deux mots, tous les régimes politiques. C'est-à-dire que la Tunisie... c'était une dictature, mais c'était pas un régime totalitaire. Il n'y avait pas de liberté, mais enfin tout de même, si on ne s'occupait pas de politique, on pouvait vivre en Tunisie, quoi. Alors que dans un pays comme la Syrie ou dans un pays comme la Libye, nous étions vraiment dans des régimes qu'on peut qualifier de totalitaires, et c'est-à-dire des régimes qui n'acceptaient pas la moindre contestation et qui écrasaient. Les sociétés civiles ont été écrasées. Et je crois qu'une des explications de ce qui s'est passé depuis, c'est que ces sociétés civiles ont été vraiment écrasées. L'Égypte est un cas de figure encore différent. C'était pas un régime totalitaire. C'est l'armée qui est au pouvoir, enfin il y a d'autres paramètres. Mais je crois qu'il faut bien voir les différences. Et c'est pour ça, je pense que le chaos qu'il y a aujourd'hui, la tragédie que subissent aujourd'hui les Libyens et les Syriens, s'explique largement par ces années de système totalitaire, des décennies de système totalitaire. Comment vous expliquez que certains peuples ne soient pas entrés dans la danse? Je pense aux Algériens, voisins de la Tunisie, ou dans un tout autre registre, mais vous connaissez bien le conflit israélo-palestinien, les Palestiniens, qui avaient aussi une fenêtre de tir extraordinaire pour faire valoir leurs revendications sur la scène internationale.
internationale à ce moment-là. Les Algériens, je crois qu'il faut se souvenir de la manifestation, des premières manifestations à Alger, car il y en a eu. Il y avait davantage de policiers que de manifestants. Et puis surtout, il y avait une pancarte qui, à mon avis, résumait tout à fait ce qu'était l'Algérie et ce que les gens ressentaient. La pancarte, c'était non pas dégage un tel ou un tel, c'était pas dégage Bouteflika, c'était dégage système. Donc ils avaient le sentiment, évidemment, qu'ils étaient pris par un système. Par ailleurs, ce système avait les moyens de désamorcer par la rente pétrolière. Et donc, finalement, et puis, évidemment, en arrière-plan, il y avait les années terribles, des années 92, 13, 14, 15, la décennie terrible. Donc, tout ça a fait que, finalement, les Algériens, d'ailleurs, ils ont eu leur révolte en 88, c'était autre chose, mais les Algériens n'ont pas enclenché cette affaire. Il est possible que ça se passe maintenant, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, avec la baisse du prix, puis la baisse du prix du pétrole, la rente pétrolière ne peut plus, désamorcer comme elle l'a fait ces dernières années. Quant à la Palestine, les pauvres Palestiniens, il faut qu'ils se battent d'abord contre l'occupant occupant israélien, mais il faut aussi qu'ils se battent contre une autorité qui a tout sauf une autorité. Enfin, ils sont complètement désemparés aujourd'hui, les Palestiniens, qu'ils soient à Gaza ou qu'ils soient en Cisjordanie. Puis en plus, évidemment, on les oublie complètement parce que le chaos est tel dans la région qu'on oublie la question israélo-palestinienne qui est pourtant, à mes yeux, tout à fait centrale. Alors, on l'a dit, après la Tunisie, le deuxième coup de tonnerre qui a retenti dans cet hiver 2011, qui avait les couleurs du printemps, c'était bien sûr en Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, 87 millions d'habitants. Après 18 jours de manifestations spectaculaires, massives, sur la désormais célèbre place Tahrir du Caire, Henri nous en parlait à l'instant, le président Moubarak, au pouvoir depuis 29 ans, est contraint de jeter l'éponge. Il démissionne le 11 février en fin d'après-midi. Une heure plus tard, nous vivons ces instants en direct. L'histoire sur Europe 1, ça donne ça. Vous écoutez l'ambiance absolument incroyable qui règne ce soir, place Tahrir, depuis 17h04 très précisément, et l'annonce par le vice-président Souleymane de la démission d'Hosni Moubarak. Damien Gourlet, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Bonsoir. Damien, bonsoir, c'est de la folie ce soir, évidemment, au Caire. C'est une émotion qui est indescriptible, Maxime. On ne peut pas y échapper, même si on n'a pas pris part directement à cette révolution. Elle vient vous toucher au cœur, elle vous frappe sur cette place Tahrir qui va maintenant pour l'éternité incarner la révolte du peuple égyptien. On ne peut plus y accéder d'ailleurs sur cette place. Il n'y a plus un seul centimètre carré de libre. Il y a des vieillards, des enfants, des hommes, des femmes. Elles sont voilées, elles ne sont pas voilées. Et surtout, il y a énormément de jeunes. Ils ont 15, ils ont 20, 25 ans. Ils n'ont connu que Moubarak. Moubarak, c'est un axiome, c'est un postulat. Moubarak, ils ont toujours vécu avec lui. Ce soir, ils ont venu fêter son départ en voiture, en moto. Ils font crisser les pneus, ils allument des sirènes, des pétards. Ça fait un vacarme, c'est assourdissant. Ils ont le visage qui est baigné de larmes. On sent vraiment la fierté d'un peuple qui s'est levé. Il a fallu 30 ans, c'est vrai, mais ils sont là. Ils sont des centaines de milliers. Ils seront des millions ce soir, c'est sûr. Ils sont debout. Ils avaient été tellement déçus la nuit dernière. Ils y croyaient. Ils croyaient au départ de Moubarak. Et bien finalement, la fête n'aura pris que 24 heures de retard et elle va évidemment durer toute la nuit sur la place Tahrir. Voilà la chute du pharaon Moubarak le 11 février 2011 avec les envoyés spéciaux d'Europe 1. Robert Solé, ça paraît très loin. En même temps, je vous voyais vous aussi ému et les yeux un petit peu brillants en réécoutant tout ça. Mais tout le monde était ému, tout le monde était enthousiaste ce jour-là. Les Égyptiens avaient l'impression de redevenir Eldonia, comme on dit, la mère du monde. Le Caire redevenait la mère du monde. Et on se disait que puisque l'Égypte basculait dans la démocratie, tout le monde allait suivre. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qu'il reste de cette révolution de place Tahrir 5 ans après? Aucun des objectifs n'a été atteint, en réalité. Aucun. Aucun, mais en revanche, les Égyptiens ont mûri, ont fait des expériences, ont appris beaucoup de choses, et aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux ont des satisfactions négatives, si vous voulez. La première, c'est de dire on a échappé aux frères musulmans, on n'en voulait pas. La seconde, c'est de Après dire... les avoir essayés. Après les avoir Avec Mohamed essayés, Morsi. c'est en ce sens qu'on a mûri, on a appris, on en a tiré des leçons. La deuxième chose, c'est de dire, regardez dans quel monde nous sommes, dans quel environnement nous sommes. La Libye, n'en parlons pas, la Syrie, n'en parlons pas, le Yémen, l'Irak. Nous, au moins, on a un État qui tient. Alors, évidemment, on ne peut pas dire les Égyptiens en général. Les frères musulmans sont furieux et ont raison de l'être
Tous leurs chefs sont en prison, tous leurs cadres, etc. Mais vous ne diriez pas que c'est une société qui respire un peu mieux que du temps de Moubarak, la société égyptienne d'aujourd'hui? Je ne sais pas si elle respire mieux. Vous avez déjà des nostalgiques de Moubarak. Vous entendez dire c'était mieux avant. C'était mieux avant pour une raison simple qui est économique. D'abord, c'est-à-dire qu'on parlait du tourisme en Tunisie, mais l'Égypte est évidemment très frappée également par la baisse du tourisme, qui touche des millions de personnes. Des millions de personnes. Et puis, un autre élément négatif qui n'existait pas du temps de Moubarak, c'est l'insécurité. Regardez ce qui se passe dans le Sinaï. Dans le Sinaï, il y a une guerre ouverte entre des djihadistes qui ont fait allégeance à l'État islamique et le pouvoir égyptien. Et puis, il y a quelques attentats dans la vallée du Nil. Ah bon, Jean-Paul Chagnolo? Oui, juste pour dire que nous parlons des révoltes arabes et de ce destin, disons, très contrasté 5 ans plus tard, mais je crois qu'entre-temps, depuis 2013, il y a eu l'irruption de Daesh, enfin 2014 plus précisément, je dis 2013 parce que ça correspond à ce moment clé où les Occidentaux devaient intervenir pour briser, casser, bombarder les usines chimiques syriennes du régime de Bachar au moment de l'affaire de l'utilisation des armes chimiques. Et après, il y a eu une progression assez fulgurante de Daesh qui vient d'Irak et ensuite en Syrie. Et donc je pense qu'évidemment ça déstabilise l'Égypte, ça déstabilise évidemment aussi la Tunisie. Bref, le contexte est devenu encore plus complexe qu'il ne l'était, c'est ça que je veux dire. Mais l'un des paradoxes, et pas des moindres, de ce printemps arabe, je reviens vers vous Henri Guirchoun, c'est que d'une certaine manière, les printemps arabes ont donné les clés du pouvoir, même temporairement, à des islamistes qui n'existaient pratiquement pas sur la scène politique avant. Oui, mais ce qui était frappant, à mon sens, Emmanuel, au début du mouvement, eh bien, c'est le contraire, c'est l'absence des islamistes qui ont l'air, d'ailleurs, à ce moment-là, presque autant surpris que les pouvoirs en place. Alors, c'est surtout vrai en Tunisie et en Égypte, où c'est d'abord une partie de la jeunesse, on l'a dit tout à l'heure, qui tient le haut du pavé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé à un moment de révolution Twitter ou de révolution Facebook. Le mouvement des frères musulmans, il est même paru assez divisé à cette époque sur la stratégie à suivre. Il y a des responsables, des vieux responsables qui sont assez réticents envers un mouvement qu'ils ne contrôlent pas, dont ils n'ont pas l'initiative. Et puis de l'autre côté, il y a des militants islamiques, des jeunes militants islamiques, qui, eux, veulent en faire partie et qui ne veulent pas passer à côté de ce qu'ils considèrent comme un moment historique. Alors, les islamistes, ils vont finir par prendre le train en marche. Ensuite, leur victoire, eh bien, elle est assez logique, leur victoire aux premières élections libres. D'abord parce qu'ils sont encore à cette époque la seule force politique structurée, organisée, après des années de dictature, après des années de répression, dont ils ont été d'ailleurs eux-mêmes les premières cibles. Et puis ensuite parce que leurs concurrents de l'opposition, eux, ils sont un peu sans expérience et surtout ils sont extrêmement divisés. Voilà désorganisés. Et voilà pourquoi, à mon avis, en Tunisie comme en Égypte, ce sont les partis islamistes qui sont apparus, au début en tout cas, comme la seule alternance crédible aux anciens régimes. Alors en Tunisie, c'était les islamistes d'Ennahda, qu'on a dit modérés. Vincent Gesser, ils ne sont plus aux manettes aujourd'hui, ils ont même quitté le pouvoir de leur plein gré au moment de la réforme constitutionnelle. Et pourtant, certains disent que l'actuel président, Kaïd Essebsi, héritier de Bourguiba, de culture lui-même ultra-laïque, est peut-être leur meilleur allié, qu'il les ménage plutôt. Alors c'est la grande surprise, c'est que les islamistes sont redevenus majoritaires parce que le parti au pouvoir a perdu une grande partie de ses députés et que les islamistes ne veulent pas être opposants mais sont aujourd'hui un des principaux piliers de effectivement ce président Béji Caïd Essebsi, ministre de Bourguiba, bourguibien, moderniste. Et là on voit bien, si vous voulez, qu'on est un peu dans un phénomène, ce que moi j'appelle de double populisme, un populisme hérité de l'ancien régime, même si c'était Bourguiba, c'est quand même pas Ben Ali, et puis un populisme un peu identitaire islamiste qui se disent finalement on se partage le pouvoir, on fait une alliance. Donc c'est là où je vous dis la Tunisie a bien un pouvoir de légitimité, qui a une légitimité démocratique, mais c'est la démocratie dans l'ordre, et un ordre où vous avez d'un côté un populisme à barbe, un populisme imberbe, qui pour l'instant s'entendent pour se dire finalement, face aux problèmes économiques, sociaux, face aux problèmes du terrorisme, on fait un mariage de raison. C'est un mariage de raison qui est entre les deux grands leaders, Rachid Ranouchi, le leader islamiste, et Béji Caïd Essebsi. Et vous avez tout à fait raison de souligner que le parti présidentiel s'est effrité, une grande partie des députés de ce parti présidentiel ont démissionné, et qu'aujourd'hui la bouée de sauvetage de Béji Caïd Essebsi, c'est le groupe islamiste de l'Assemblée qui se déclare membre de la majorité, qui pourtant
officiellement battu les islamistes. Donc vous Incroyable voyez, qu'on soit on est arrivé dans là. une situation assez surprenante. Il faut dire que les islamistes tunisiens sont plutôt un parti de droite très conservateur, mais qui a quand même transigé sur la question de la charia, qui a fait interdire. Aujourd'hui, en Tunisie, on ne peut plus accuser quelqu'un d'être un mauvais musulman sous peine d'être puni soi-même. Sur la question de l'égalité homme-femme, on voit que c'est quand même un parti qui a mis de l'eau, je dirais pas dans son vin, mais qui a mis de l'eau dans son jus de jasmin, si je puis dire, et qui, de ce point de vue-là, est loin. S'il ressemble aux frères musulmans, c'est quand même pas les frères musulmans égyptiens. Il faut quand même le préciser. Merci Vincent Gesser pour votre éclairage. Alors, il faut quand même qu'on dise quelques mots de la Syrie, de la Libye, car dans ces deux pays, l'histoire est loin d'être écrite. L'un est en guerre depuis bientôt 5 ans, avec sans doute près de 300 000 morts, des villes ravagées comme Alep, Palmyre, et puis l'autre est en plein chaos politique, même s'il y a un gouvernement d'union chapeauté par l'ONU qui vient d'être mis en place. Et ces deux pays, on le disait, vous le disiez Jean-Paul Chagnollot, sont confrontés à la poussée de Daesh, l'implantation des djihadistes. Est-ce que le sort, l'avenir de la Libye et de la Syrie est indexé sur l'avenir et la puissance de Daesh ? Je crois malheureusement que l'avenir de la Syrie en particulier, et aussi la Libye dans un second temps, est indexé sur une multiplicité de paramètres que personne ne contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez différents groupes armés sur le terrain où Daesh joue un rôle majeur. Vous avez à un deuxième niveau les interventions régionales, à commencer évidemment par l'Iran. Et puis vous avez les contradictions au niveau international entre la Russie qui vient de jouer un rôle majeur depuis maintenant plusieurs mois. Elle avait déjà commencé, mais aujourd'hui militairement elle s'est installée pour soutenir Bachar. Et les Occidentaux qui ont complètement disparu en fait du jeu, quoi. Pratiquement, les Américains ne veulent pas intervenir ou très peu, et la France qui a tenté ici ou là d'intervenir est très isolée. Donc je crois que on est dans une espèce de chaos où finalement, il me semble qu'aujourd'hui ceux qui ont le plus de capacité à peser dans la situation, c'est sans doute Poutine et la Russie, parce que ils sont implantés sur le plan militaire et ils savent où ils veulent aller, alors que les Occidentaux, les Américains en tête, n'ont aucune stratégie. D'ailleurs, Barack Obama l'avait lui-même dit en parlant de Bachar, en disant « nous n'avons pas de stratégie ». C'était quand même un aveu assez terrible, quoi. Donc ça veut dire que ça laisse le jeu à ceux qui soutiennent aujourd'hui le régime de Bachar el-Assad, et je crains que les négociations qui devaient commencer ces jours-ci soient vraiment très mal engagées, et que c'est pas pour tout de suite qu'on ait une issue politique. Je crois que c'est vraiment une situation dramatique, justement parce qu'il n'y a pas d'acteur majeur et il y a un chaos pas possible. Imprévisible. Robert Solé, le mot de la fin. Non, mais souvenez-vous, avant 2011, on disait il y a une exception arabe. Les peuples d'Amérique latine se sont libérés, les peuples d'Europe de l'Est ont accédé à la démocratie, les Arabes sont résignés et ne le veulent pas. Alors, ce n'est pas parce que les révolutions arabes ont échoué provisoirement jusqu'à présent qu'il n'y a pas ce désir de liberté. Ce désir est très fort. Et les Arabes méritent, comme tout le monde, la liberté. Simplement, il y a de tels problèmes, je reviens d'Égypte, il y a de tels problèmes dans certains de ces pays, problèmes économiques, on en a parlé notamment, problèmes de sécurité maintenant, qui font que la priorité, c'est l'économie. Les gens ont ça en tête essentiellement, il faut manger à la fin du mois. On le voit en Tunisie, on le voit partout. Le chômage, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ce désir, ce besoin, et ils méritent, bien entendu, la liberté d'expression et la liberté dans tous les domaines, y compris une liberté religieuse, la liberté de ne pas croire. On n'a pas parlé de religion, mais dans toutes ces sociétés, la religion occupe désormais une place excessive, c'est infiltré partout, et c'est une autre faiblesse de ces sociétés. Et ce sera notre conclusion. Merci à vous quatre. Vincent Gesser qui était en ligne de Marseille, Robert Solé donc qui a publié récemment son 6e roman Au Seuil, intitulé Hôtel Marajane, et qui nous ramène en Méditerranée. Jean-Paul Chagnollot, directeur de l'IREMO, qui organise dans quelques jours un grand colloque sur le monde arabe. Si vous voulez en dire un mot, c'est le moment.